retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler avec les pastels à l'huile que j'ai reçus de Paul Rubens. Je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo dans laquelle je vais dans laquelle je vais les utiliser. Donc je vous remontre un petit peu la boîte. Donc là c'est la boîte de 72 couleurs. Je tiens mon nuancier à l'envers. Je vais me rendre compte qu'il n'est pas dans le bon sens après. Donc vous voyez un petit peu le panel de couleurs. Ce qui m'intéresse moi dans ces pastels à l'huile, c'est en fait il y a beaucoup de couleurs qui sont assez opaques. Et moi, les pastels, je fais pas de réalisation de toile au pastel à l'huile entière. C'est juste en fait des petites touches que je vais mettre en fait souvent à la fin de mes réalisations ou en complément en fait sur un fond de page. Je les utilise pas moi en technique vraiment pure de beaux-arts, enfin d'art. Par contre, c'est vraiment dans le mix média pour souvent apporter des marques ou pour renforcer en fait un fond avec justement une matière qui serait vraiment opaque et qui serait aussi du coup indélébile. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que c'est un corps gras et en fait, quand vous recouvrez avec une surface avec un pastel à l'huile, vous allez en fait imperméabiliser votre papier à cet endroit-là. Et en fait, très peu de médiums accrocheront dessus, surtout les médiums en fait à base d'eau. Donc il faut l'avoir en tête et attention aussi, je vais vous en reparler, attention à votre pinceau quand vous travaillez une page comme ça, parce que en fait, ça peut être super intéressant de travailler avec les pastels à l'huile, justement avec ce corps gras, parce que on peut travailler la technique du résiste avec. Il faudrait que je vous fasse une autre page un jour avec cette technique-là. Le seul souci, c'est attention à votre pinceau. Ne prenez pas votre pinceau aquarelle préféré pour travailler par-dessus des pastels à l'huile, parce qu'en fait, quand vous allez passer votre pinceau dessus, comme les pastels, notamment ceux de Paul Rubens, sont très crémeux, vous risquez en fait de récupérer du corps gras sur votre pinceau. Et ensuite, pour le nettoyer, c'est vraiment, c'est à la limite, bon, ça, le nettoyage encore, ça va. Mais si vous avez les poils de votre pinceau qui sont avec un petit peu de pastel à l'huile dessus et que vous trempez votre pinceau ensuite dans votre godet d'aquarelle, vous risquez, en fait, d'endommager votre aquarelle. Donc, c'est pas trop le nettoyage parce que si vous nettoyez tout de suite après avec des produits, de l'eau chaude, du savon et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment que du coup, vous allez faire des allers-retours entre votre page avec ce corps gras et votre aquarelle dans le godet, et du coup, ça risque vraiment de l'altérer après. Donc, faut juste faire attention à ça, mais ça peut être très très bien. Bon, là, c'est pas ce que je vais vous proposer aujourd'hui, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, cette page-là, en fait, elle va être travaillée encore comme celle que je vous ai montrée pour le travail autour du orange. Je vais m'en faire après des tags. Enfin, ce ne sera pas des tags ici, ce sera plus sur un format d'ATC parce que mes rectangles seront un petit peu plus petits. Donc, je travaille ma page ici sur un format entier. C'est-à-dire, là, je suis sur une page, je ne sais même pas d'ailleurs. C'est pas un format classique, c'est un échantillon de papier que j'avais reçu d'un papier aquarelle en coton. C'est le bambou que j'aime pas trop en fait pour l'aquarelle, donc que je recycle pour le mix média, là qui pose aucun problème. Et donc je travaille sur ce format-là, sachant qu'ensuite je vais venir me découper des petites cartes, donc format ATC, pour les insérer ensuite dans mon carnet des couleurs, pour illustrer la couleur brun beige. Donc, je commence toujours à peu près pareil, c'est un collage de papier. Je sais pas du tout où je vais, enfin, un peu quand même, mais je sais qu'à la fin, je vais utiliser mes pastels parce que c'est l'objet de la vidéo, donc ça, c'est bon. Par contre, je veux travailler avec mes aquarelles Daniel Smith. Donc là, j'ai récupéré, je vous ai fait une vidéo sur le démarrage de ma couleur brune dans le carnet des couleurs il y a quelques temps. Donc j'ai décollé en fait mes petits rectangles de nuancier d'aquarelle pour choisir un peu avec quelle couleur j'allais travailler.
J'ai choisi mes couleurs en fait complémentaires je travaille autour du brun, mais je vais pas faire du monochrome, donc je travaille avec du beige, enfin le beige qui est un dérivé du brun, et je travaille avec des couleurs vertes, mais plutôt vert de la nature, vert un peu terreux, un peu forêt, style mousse et tout ça. Pour être dans un combo un petit peu automnal. Donc je sais que je vais travailler un peu avec mes aquarelles, mais je sais pas encore, quand je colle mes papiers ici, je me dis pas c'est des papiers pour amorcer le fond et puis je vais tout recouvrir. Je me dis que ça va faire partie de ma page parce que c'est des tonalités aussi qui sont naturelles, qui sont dans les teintes de beige aussi et qui vont convenir à la thématique de ma page. Donc quand je démarre, en fait, c'est pas tout à fait, je suis pas dans le même état d'esprit quand je démarre cette page-là, parce que ces papiers qui me servent à travailler mon fond, là, au début, eh bien, ils sont pas juste là pour apporter un peu de texture, ils sont aussi là pour apporter un peu de couleur, entre guillemets, même si c'est des couleurs plutôt claires ici et plutôt neutres. Donc voilà, mais le démarrage est un peu le même. Hein. Ça va finir quand même un peu comme ça parce que je vais pas pouvoir m'empêcher de recouvrir avec de l'acrylique. J'ai voulu laisser des espaces blancs. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que le blanc jurait et que j'ai mis du beige pour cacher le blanc, pour pas qu'il y ait trop de contraste en fait entre les zones brunes vraiment et les zones plus claires. Je trouvais ça mieux comme ça. Donc voilà, ce que vous me voyez faire de temps en temps aussi, c'est que quand je recouvre en fait mes papiers pour les lier ensemble et les lier avec le fond, j'utilise souvent du gesso à cette étape-là, du gesso blanc que j'utilise au doigt, que j'utilise aussi ensuite au brailleur aussi après pour étaler et pour faire en sorte que mon gesso ne soit pas mis de façon uniforme, pas avoir de coup de pinceau si j'ai utilisé un pinceau aussi avant. Et quelquefois, en fait, quand je mets trop de gesso, eh bien, je vais avoir des papiers qui vont être recouverts de blanc, pas forcément quelque chose de très opaque, ça peut être juste un voile. Et quelquefois, il y a des papiers que je veux pas forcément recouvrir. Donc, tant que c'est pas tout à fait sec, mais même quand c'est sec, on peut essayer de tricher un peu et essayer de frotter un peu plus. Mais j'utilise en fait je pense qu'avec un essuie-tout et un bibet d'eau, ça doit marcher. Mais j'utilise une lingette que je réactive avec de l'eau parce que mes lingettes le paquet souvent reste ouvert et elles se sont desséchées, mais du coup je les réactive en pitant un petit peu d'eau dessus. Et ensuite je viens frotter pour enlever le gesso ou enlever le gel médium que j'ai mis dessus ou de l'acrylique si quelquefois j'ai mis de l'acrylique coloré. Et en fait je viens dégager un petit peu certains endroits de mes papiers de livres pour en fait enlever la couleur et les révéler en fait à certains endroits. Donc quand je me rends compte que je suis allée trop loin et que j'ai trop recouvert, et ben j'hésite pas à venir redégager un petit peu certains éléments de mon fond pour qu'on puisse les voir. Bon, souvent ça se termine quand même où on les voit plus parce que je vais remettre de l'acrylique par-dessus et tout ça. Mais déjà, dès la première étape, j'essaye de conserver certains endroits quand même, voilà, pour pas que ce soit recouvert tout d'un coup. Ça, on s'en fiche, c'est dans l'instant et dans ce que ça me procure sur le moment, encore une fois, hein, c'est pas toujours contrôlé tout ça. Et il n'y a aucune règle là-dedans, hein. On fait vraiment comme on veut, mais c'est une possibilité. Si vous êtes rendu compte aussi que vous êtes allé trop loin, et ben c'est possible d'en enlever. Tant que le médium n'est pas sec, si vous utilisez de l'acrylique et que l'acrylique a eu le temps de sécher, c'est un peu plus compliqué. Alors après, il faudrait poncer parce que on est dans le mix média, donc on peut avoir des effets de texture. Donc on pourrait poncer un petit peu aussi pour essayer de rendre un petit peu plus abrasif le support et d'essayer d'enlever un petit peu. Et du coup, ça apporterait une texture aussi assez intéressante. Ça, moi, je le fais pas encore, mais ça peut être aussi une solution. Tant que le gesso, je me suis rendu compte que je voulais mettre des coups de crayon. Alors là, je me suis je me suis immergée dans Pinterest. J'ai un tableau d'inspiration pour le brun et le beige, d'ailleurs que vous pouvez retrouver, faudrait que je vous le mette ici. Eugénie m'avait demandé si je pouvais le partager sur Patreon aussi. On est plusieurs comme ça à avoir partagé nos tableaux Pinterest pour cette couleur. Je vais vous le mettre aussi. J'ai un tableau Pinterest pour cette couleur qui est énorme parce que du coup, le brun, le beige, comme ce sont des couleurs neutres, et ben en fait, c'est des couleurs qu'on trouve dans beaucoup de sujets
que ce soit des pages de mix média, que ce soit des illustrations, que ce soit dans des photos, dans des combos couleurs. En fait, on a du beige et du brun, c'est une couleur neutre, donc en fait, qu'on associe avec tout. Il y a aucun interdit. Il n'y a jamais d'interdit d'ailleurs, mais c'est une couleur qu'on peut associer avec n'importe laquelle autre. Donc, j'ai un tableau Pinterest qui est énorme. Et en fait, dans beaucoup de réalisations que j'ai épinglées, il y a beaucoup justement d'effets comme ça avec des crayons un peu graphite, des choses pas très contrôlées. J'avais oublié de le faire au début. Enfin, oublié parce que souvent, c'est quelque chose que je fais au début. Mais là, du coup, je l'ai fait au moment où le gesso était pas encore bien sec. Donc, j'ai passé mon crayon et je suis allée comme ça faire des marques. Voilà. Après, j'en ai un peu trop mis, moi, parce que du coup, comme j'ai travaillé avec mes aquarelles après, vous avez vu, j'ai fait réagir forcément le crayon, parce que c'était un crayon aquarellable que j'ai utilisé. C'est un graphite... c'est de la série des Art Graph qui existent sous plusieurs formats. Il y en a en pot, il y en a en craie, en fait, en petit rectangle de craie un peu. Et il y a un crayon comme ça, graphite. Et du coup, il est très intense en couleur. Et j'en ai trop mis pour moi parce qu'après, il y a un côté sale qui me dérange encore beaucoup. Et que j'ai été obligée de fixer tout ça avec du gel médium par-dessus pour éviter, quand je remets de la couleur, que même de l'acrylique, que ça rebouge encore et que ça me salisse en fait tout mon travail de composition de couleurs. Donc j'ai travaillé avec mes aquarelles, donc c'est les Daniel Smith. J'ai plusieurs couleurs granuleuses. Il faut que je vous fasse une photo et que pour que vous puissiez voir le nom des couleurs que j'ai, peut-être si ça vous intéresse. Il faut que je vous poste ça en post sur YouTube. Et ensuite, une fois que j'ai terminé la partie aquarelle, j'ai travaillé avec des acryliques. J'ai donc utilisé du vert. Et en fait, c'est un vert assez foncé. C'est pas le vert de Périlène, mais il ressemble un petit peu à ça. Et en fait, quand j'ai mis le vert sur mon fond qui était déjà un peu foncé, ça m'a pas plu du tout. Je trouvais ça cracra et sale. Et j'ai été obligée de compenser. Donc, pour compenser, j'ai remis du gesso en fait blanc à certains endroits. Pas de façon... Je voulais pas cacher tout ce vert, je voulais juste l'atténuer un petit peu. Donc j'ai attendu que mon papier sèche bien, que l'acrylique sèche bien pour pas faire de mélange, parce que je voulais pas en fait incorporer de blanc à mon vert pour avoir une couleur du coup qui soit plus pastel. Donc j'ai séché et ensuite j'ai mis du gesso par-dessus, plus ou moins fort, et j'ai recouvert à certains endroits ce vert pour l'atténuer un petit peu. J'en ai laissé certains endroits quand même un peu plus intenses. Et par-dessus ce gesso blanc, j'ai ajouté des couleurs plus douces et plus pâles, donc avec des beiges. Donc j'ai le buff titanium de Golden que j'aime bien, que j'ai utilisé. Et vous voyez là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai remis du beige, mais ça m'allait pas sur le vert. Et là, je remets du blanc et je vais pas arrêter de faire ces superpositions pour voir. En fait, c'est comme une balance. Et quelquefois, c'est pas assez. Quelquefois, c'est trop. Genre, je remets du blanc, c'est trop. Je remets de la couleur, c'est trop. Du coup, il n'y a plus assez de blanc. Et j'essaye comme ça, par petites touches. Tout est une question de quantité de peinture. Je l'ai compris en fait là pendant toutes ces sessions. Et je l'ai compris aussi quand j'ai recommencé à faire des pages avec de l'acrylique. Et avant que je sois abonnée au Patreon d'Eugénie, là, quand j'avais travaillé la gouache et j'ai repris les acryliques et il y a eu un déclic qui s'est fait. Et en fait, je me suis rendu compte que toute la complexité de l'acrylique, c'était la quantité d'acrylique. On se retrouve quelquefois avec trop d'acrylique sur notre page et du coup, ça recouvre une trop grande partie et après, on a du mal à tout rééquilibrer. Donc le tout, c'est de travailler par petites touches avec très peu de matière. Moins vous utilisez de matière, mais plus souvent, et plus ce sera facile en fait de trouver le juste équilibre. Enfin moi en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Alors,
une fois que j'ai fait tout ça, que le fond, encore une fois, j'ai en tête quand même que ça va être découpé tout ça après, hein, et que je vais les retravailler séparément, donc je me préoccupe pas trop. Là, c'est les dernières étapes. J'ai collé des papiers avec des effets de texture, des papiers de récupération, et maintenant j'ajoute des marques. Et c'est à ce moment-là en fait qu'interviennent les pastels acryliques. Donc là, je vous ai laissé la partie en temps réel pour que vous ayez le temps de voir un petit peu ce que je fais. C'est tout bête, hein. Moi, les pastels à l'huile, je les utilise souvent en faisant des marques comme ça. Donc, soit des traits, soit des ronds, ça dépend ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai déjà fait avant ou ce que je compte faire après. Et ce qui va m'intéresser dans les pastels à l'huile, c'est les pastels qui vont être opaques. Parce que du coup, moi, je veux quelque chose qui marque bien mon papier. Et comme c'est la dernière touche, je veux pas quelque chose de transparent à ce moment-là. Je veux vraiment des éléments qui viennent se superposer et qui soient bien opaques et qui se détachent très bien de mon fond. Donc, je vais choisir des couleurs de pastel qui vont être opaques. Pas forcément défoncées. Là, c'est un vert qui est... il y a encore plus foncé que ça hein, dans les 72 couleurs de Paul Rubens, mais c'est une couleur qui va rappeler l'acrylique que j'ai utilisé, mais que j'ai un petit peu atténué parce que je trouvais trop présente. Donc, je viens rehausser cette touche de vert. Et ensuite, ce que je fais aussi, donc vous voyez, là, je prends un pastel qui est un pastel un petit peu beige, un peu couleur chair. Et aux endroits où j'ai déjà un petit peu de couleur comme ça, j'ai des parties d'aquarelle, mais où je trouvais qu'il y avait trop de transparence à cet endroit-là et ça me dérangeait un petit peu, eh bien, avec le pastel à l'huile, je vais pouvoir, en fait, au début, crayonner un petit peu mon pastel et je vais l'étaler, l'estomper un petit peu avec le doigt pour venir, en fait, créer une zone un petit peu plus opaque. Alors, quand on l'estompe avec le doigt, le pastel à l'huile, même si c'est un pastel qui peut être opaque, ici c'est le cas pour cette couleur, eh bien quand on va l'estomper, on va perdre un peu de cette opacité et on va retrouver une certaine transparence. C'est opaque quand on l'utilise, en fait, quand on le crayonne et quand on l'estompe très très peu. Ou alors il faut un peu comme l'aquarelle, il faut faire plusieurs couches pour récupérer une opacité. Mais ici, en fait, mon pastel, il est plutôt opaque. Je le crayonne et en fait, à certains endroits seulement, je vais venir l'estomper avec mon doigt et ça va me créer une petite transparence quand même avec mon fond. Donc, on va voir un petit peu comme la couleur d'aquarelle qui était en dessous, la couleur d'acrylique. Et puis, ça va m'apporter aussi une texture qui sera différente. Le pastel à l'huile, même si c'est un corps gras, quand on l'utilise, en fait, il a un aspect mat. L'aspect mat change quand vous le chauffez. Et c'est super intéressant. Moi, je le fais sans le vouloir parce que souvent, je vais avoir besoin d'utiliser mon heat gun pour pouvoir en fait fixer. Là, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai fait mes marques, j'ai fait mes petites touches de beige avec le pastel à l'huile que j'ai estompé. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait un petit peu de texture, encore une fois. Et donc, du coup, sur des zones qui étaient un petit peu plus neutres, sans trop d'effets. Et donc, je suis venue ajouter des gouttes de Posca blanc et des gouttes de Posca noir. Et du coup, pour pouvoir après découper mes petits rectangles là, eh bien, il fallait que mon papier soit sec parce que mes tâches soient sèches. Donc, du coup, pour pouvoir faire tout dans la foulée, encore une fois, c'est parce que je n'ai pas tout le temps que j'aimerais. Et en fait, je peux pas attendre le lendemain. Le lendemain, j'aurai autre chose à faire, enfin, un autre projet ou alors rien, mais voilà. Et en fait, j'ai besoin de terminer ma réalisation là sur le moment. Donc, j'utilise le heat gun. Et du coup, le fait de chauffer en fait ma page va venir faire fondre le pastel à l'huile, le corps gras en fait qui est dans le pastel à l'huile. C'est comme ça avec les Paul Rubens, mais c'est comme ça avec les Sennelier aussi, c'est pareil. Et du coup, je vais me retrouver à faire réagir mon pastel et il va en fait devenir super brillant. Quand il va sécher, il va se rematifier un petit peu, mais ça change en fait l'aspect du médium quand même un petit peu. Et c'est super intéressant finalement de le faire. Alors, c'est pas parce que vous allez chauffer le pastel qu'il va devenir ensuite permanent. Il faut faire attention. Le pastel à l'huile, en fait, si vous n'utilisez pas de fixatif par-dessus, il suffit que vous passiez votre doigt ou malencontreusement que vous passiez votre main dessus avec un léger frottement et ça va faire baver votre pastel. C'est le cas quand il est appliqué directement sur le papier. C'est le cas aussi quand on l'a chauffé et qu'il a resséché derrière. Hein, c'est pareil. Hein. Donc, il faut juste faire attention. Si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas,
un petit fixatif, soit un spécial pour les pastels à l'huile, il en existe chez Sennelier par exemple, ou alors un fixatif universel. Il y a aussi pas de souci pour que ce soit un fixatif qui marche avec tout. Et du coup, vous allez fixer en fait votre médium sur le papier et là, ça bougera plus du tout. Vous aurez plus de risque aussi que le pastel à l'huile il se transfère sur la page d'à côté parce que attention, hein, c'est ce qui arrive quand votre carnet se replie. Eh bien, avec la pression du carnet, si vous en plus vous empilez des choses par-dessus, ce qui est moi mon cas, du coup avec la pression, ça se transférera forcément sur la partie d'à côté. Donc, soit vous mettez un fixatif, ou alors vous mettez un petit papier de protection, soit une page de brouillon, un petit papier de soie aussi, ou un petit papier cristal aussi, ça fonctionne bien et ça vous permet, ou un petit papier cuisson aussi, ça fonctionne très très bien ça, pour protéger vos pages et éviter que ça se transfère. Donc voilà, une fois que j'ai travaillé ça, une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai coupé mes petits rectangles et je reviens les travailler du coup séparément en ajoutant en fait des motifs. Donc soit c'est des motifs que j'ai fait en fait en amont quand j'ai fait des petites séances de motifs avec mon porte-plume. J'ai changé mes plumes d'ailleurs. Je me suis pris des plumes pour la calligraphie et non pas, enfin pour l'écriture et non pas pour le dessin. Et en fait, je suis plus à l'aise avec les plumes pour l'écriture. Alors, c'est pas des plumes de calligraphie avec la pointe de la plume droite qui sert vraiment à faire de la, vraie, entre guillemets, calligraphie. C'est juste des plumes qui sont faites pour écrire avec, en fait, qui sont faites pour l'écriture. Alors, il y en a plein de sortes différentes. Et du coup, je suis bien plus à l'aise avec. Un truc aussi, c'est que, là, la plume directement sur le fond de page, ça peut ne pas marcher parce que suivant ce que vous avez dessus, et notamment là j'ai des endroits où j'ai du pastel à l'huile, la plume en fait elle gratte sur le pastel à l'huile et elle s'encrasse et du coup elle marque pas. Sur l'acrylique, ça marche mieux parce qu'en fait l'acrylique a ensuite un aspect en fait plastifié qui permet d'avoir quelque chose quand même, une couche d'accroche. Donc c'est plus facile. D'autant plus facile avec les encres de Sennelier qui ont un fini, en fait, y a une texture à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est de la gomme arabique ou de la glycérine qui est ajoutée. Et du coup, ça rend votre encre, une fois qu'elle a séché, très brillante. Et avec un petit peu d'épaisseur, en fait, ça fait un petit peu de volume. Cette encre-là, elle est un petit peu plus épaisse finalement. Et du coup, elle pourrait peut-être un petit peu mieux marcher. Mais et c'est là où je voulais en venir. Si vous voulez vraiment faire des motifs avec un porte-plume, ce sera plus facile si vous utilisez une encre en fait liquide. Les encres Sennelier, elles ont justement cette particularité qui fait que quelquefois, elles sont trop épaisses en fonction de la plume que vous utilisez et du coup, c'est pour ça que ça marche pas. Par contre, si vous prenez des encres qui sont spéciales pour la calligraphie, Jacques Herbin en fait plein. Je parle pas des encres liquides éclats qui sont des encres aquarelles. C'est encore autre chose que des encres que des encres pour la calligraphie. Les encres aquarelles éclats, donc c'est la série éclats chez Jacques Herbin. Ce sont des encres colorées aquarellables qui seront pas forcément totalement permanentes sur votre papier, alors que les encres qui sont utilisées pour la calligraphie, notamment celles de Jacques Herbin, elles sont censées être permanentes une fois qu'elles sont sèches aussi. Enfin voilà, c'est plein de particularités tout ça. Bon bref, donc tout ça pour vous dire que si vous avez eu des difficultés comme moi avec votre porte-plume, c'est soit le type de plume que vous utilisez et le type d'encre que vous utilisez et le support sur lequel aussi vous travaillez. Sur un papier sans trop de grains, c'est plus facile que sur un papier avec beaucoup de grains. Et puis, si vous travaillez sur des fonds qui ont un petit peu de corps gras, comme les pastels à l'huile ici, eh bien, effectivement, vous aurez plus de difficultés à créer des motifs. Moi, j'ai un peu galéré. J'ai voulu faire des motifs directement sur mes petits rectangles là. Et en fait, à certains endroits, alors déjà, je suis pas forcément super à l'aise avec les motifs de feuillage à main levée comme ça déjà,
Mais du coup, quand en plus je me heurte à des difficultés techniques liées au support que j'utilise, et bien du coup, je suis encore plus déstabilisée. Donc, mais bon, après, c'est pas grave, hein, c'est ce qui fait partie du charme aussi, puis c'est de l'apprentissage encore une fois. Mais ça s'est mieux passé sur certains, là ça a été à peu près, mais sur d'autres endroits c'était un petit peu plus compliqué. Et voilà, donc j'ai fait des motifs directement sur les cartes. Là c'est des motifs de pavot. Merci, hein, vous m'aviez bien confirmé que Poppy ça voulait dire pavot et que le coquelicot était bien une forme de pavot, un dérivé du pavot aussi. J'avais fait donc des petits motifs comme ça à l'encre brune sur des papiers aquarelles mais de faible grammage sans trop de grains. Et puis j'ai fait d'autres motifs comme ça, voilà, donc j'ai rajouté. Mes petites phrases viennent du Patreon de Génie, c'était ces poésies de papier comme elle les appelle pour le mois d'octobre qu'elle nous avait mis à disposition sur la thématique de l'automne. Donc j'en ai récupéré certains. Et puis donc là vous les voyez de plus près. Donc vous voyez quand on en fait des petites cartes, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un peu comme le grid journal. Du coup en fait il y a moins un effet de masse et en fait, ça prend tout son sens en fait sur des petits supports comme ça. Et donc, vous voyez là les pastels, donc du coup, à l'huile Paul Rubens, franchement, alors je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, mais ils font vraiment le job. Nous, dans notre pratique du mix média, ils sont largement suffisants et effectivement quand on les compare au pastel Sennelier, alors on n'est pas sur le même produit, hein, on est sur le Sennelier, c'est du haut de gamme et c'est une gamme artiste et ils ont d'autres particularités, mais moi qui ne fais que du mix média, eh bien les Paul Rubens ils me suffisent largement. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui va résister à la lumière. Je saurais même pas vous dire d'ailleurs si vous faites des toiles avec, est-ce qu'ils résistent bien à la lumière. Je ne pense pas vu leur prix. Mais par contre en mix média tel que moi je les utilise, les pastels à l'huile ils me conviennent complètement. Et la seule contrainte en fait dont je vous ai déjà parlé, le seul souci c'est qu'en fait je ne pense pas qu'on les trouve à l'unité, je ne crois pas. On les trouve qu'en boîte. Alors il y a plusieurs contenances de pastels, il y a plusieurs boîtes de contenances différentes, hein. Mais du coup quand on utilise souvent les mêmes couleurs, et ben déjà on est obligé d'acheter une boîte entière alors qu'on sait très bien que dedans il y a des couleurs qu'on n'utilisera pas. C'est le problème des coffrets. Et puis c'est aussi que quand on en utilise souvent une ou deux couleurs et qu'on les utilise souvent, et ben pour les racheter, il faut racheter la boîte entière. Alors bon, c'est sûr ils sont pas chers, donc mais ça fait un peu mal au cœur d'avoir des produits sur les bras. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu leur limite, j'ai envie de dire, mais en termes de caractéristiques techniques et de comportement sur le papier, en tout cas pour moi ce que je fais et de la façon dont je m'en sers. Franchement, aucun problème. Si vous débutez, je vous le redis, si vous débutez le mix média, vous savez pas si ça vous intéresse ou pas, et que les pastels à l'huile, vous savez pas trop si c'est des choses qui vous intéressent, eh bien, sur une petite boîte de Paul Rubens, vous prenez pas trop de risques, ils sont pas très chers, vous pouvez voir déjà, ils se comportent bien, vous pouvez voir déjà si ça vous plaît. Et puis ensuite, vous pouvez aller chez Sennelier et bon là, on les trouve à l'unité, hein, les pastels. Et puis vous pouvez choisir des couleurs qui vous intéressent parce que forcément, le panel de couleurs Sennelier, il est immense. Donc il y a des couleurs qui seront complémentaires et voilà. Mais voilà, bref. Moi, je suis convaincue, hein, ils sont vraiment, vraiment super. Je vous laisse avec la dernière page. C'est la page de mon carnet des couleurs sur le brun. Et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.